La table de la famille et l'héritage volé, le dîner qui a tout changé. Annabelle, ma chérie, cette table est réservée à la famille. Pourquoi n'irais-tu pas te trouver une place au bar? Ma mère a dit cela avec un sourire, devant les 30 invités réunis pour le dîner des 80 ans de ma grand-mère. Tout le monde a ri. Quelques-uns ont hoché la tête, comme si cette demande était parfaitement raisonnable. Puis, le serveur a déposé une addition de $3270 devant moi. Juste devant moi, pour eux 30. J'ai pris une gorgée d'eau, j'ai souri, et j'ai payé chaque centime. Mais, avant que je ne puisse me lever, une voix, venant du bout de la table, a transpercé la pièce. Un instant, s'il vous plaît. Ce qui s'est passé ensuite a coûté à ma mère tout ce qu'elle avait passé 24 ans à voler. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez réellement connecté à cette histoire. Indiquez votre ville et leur local dans les commentaires, j'adore savoir d'où vous me regardez. Mon nom est Annabelle. J'ai 29 ans, et voici comment j'ai arrêté de laisser ma famille me traiter comme une invitée dans ma propre vie. Maintenant, laissez-moi vous ramener à Crestwood, en Géorgie, à la nuit où tout a basculé. J'avais 5 ans, quand j'ai emménagé dans la maison des Everett. Mes parents et mes vrais parents, James et Lucille, sont morts un mardi. Un pick-up a grillé un feu rouge sur la route 9, et les a percutés de plein fouet. J'étais à la garderie, en train de peindre un tournesol de travers. Au moment où ils m'ont trouvé, j'étais orpheline. Richard Everett était le frère aîné de mi père. Il a insisté pour me recueillir. Sa femme, Diane, n'a pas insisté, elle. Je l'ai compris très tôt. Kyle et Madison, leurs enfants biologiques, avaient leur chambre à l'étage, des couvre-lits assortis, des étoiles phosphorescentes au plafond, et des veilleuses en forme d'animaux. Ma chambre, à moi, était au sous-sol, juste à côté de la machine à laver. Elle avait une fenêtre de la taille d'une boîte à chaussures, et certaines nuits, le sèche-linge s'allumait à 2 heures du matin. Je restais là, allongé, à écouter ces vibrations sourdes comme un second battement de cœur. Diane ne m'a jamais frappé, elle était plus maligne que ça. Sa cruauté vivait dans de petites omissions, le genre de choses que personne ne remarque, à moins d'être la personne omise. 3 assiettes sur la table, au lieu de 4. Oh, Annabelle, j'oublie tout le temps. Va en chercher une toi-même. Des photos de famille sur la cheminée, dans la cage d'escalier, sur les cartes de Noël, Kyle tout sourire, Madison avec ses couettes, Richard avec son bras autour de Diane. Je n'étais sur aucune d'entre elles. Quand j'avais 8 ans, j'ai demandé pourquoi. Diane m'a regardé comme si j'avais demandé pourquoi le ciel était bleu. Ce sont des portraits de famille, Annabelle, dit-elle doucement. C'était ça, le pire. Les voisins pensaient que c'était une sainte. Cette femme a recueilli la nièce de son mari. Elle a tout sacrifié. Je l'entendais à l'église, à l'épicerie, à la sortie de l'école. Ce que je ne savais pas, ce que je ne saurais pas avant 24 ans, c'était que mes parents ne m'avaient pas laissé sans rien. Ils m'avaient laissé $600 000, et Diane avait dépensé chaque centime. À 16 ans, j'avais compris les règles. Kyle a eu une voiture pour son anniversaire, une Camaro d'occasion, mais quand même. Madison a eu un appareil dentaire, un violon, et des colonies de vacances dans les Blue Ridge Mountains. Moi, j'ai eu la réduction employée à l'épicerie Hank, sur la route 12, où je rangeais les rayons 3 soirs par semaine pour payer mes propres fournitures scolaires. L'année où Kyle est parti à l'université, j'ai demandé à Richard s'il y avait de l'argent mis de côté pour moi aussi. Nous étions dans le garage. Il triait des clés plates, sans me regarder. J'en parlerai à Diane, dit-il. La réponse de Diane est tombée au dîner, l'université n'est pas faite pour tout le monde, Annabelle. Tu es douée de tes mains. Les frais de scolarité de Kyle s'élevaient à $80 000. Je le sais, parce que j'ai vu le chèque sur le comptoir de la cuisine, écrit de la main de Diane, et je me souviens avoir pensé que c'était plus d'argent que je ne pouvais en imaginer. Je n'ai pas discuté. Je me suis inscrite seule au programme d'infirmière de l'université locale, j'ai contracté des prêts fédéraux, et j'ai fait des doubles services chez Hank chaque été. Ce qu'il y avait avec les fêtes, c'était les photos. À chaque Thanksgiving, à chaque Noël, Diane mettait en scène son portrait de famille parfait devant la cheminée. Elle me tendait l'appareil, tu es la meilleure photographe de la maison, Annabelle. Alors, je les cadrais, Kyle dans son sweat à capuche d'université,
Madison avec ses nouvelles boucles d'oreilles, Richard rigide dans sa chemise en flanelle, Diane rayonnante au centre. J'appuyais sur le déclencheur, le flash partait, et l'image les figeait exactement comme Diane voulait que le monde les voie, une famille complète. Je n'étais sur aucune photo. Mais il y avait une personne dans cette famille qui ne m'oubliait jamais, une personne qui me dressait un couvert à chaque fois, sans qu'on lui demande. Eleanor Everett avait 80 ans, mesurait un m58, et était la seule personne dans cette famille qui me donnait l'impression d'avoir le droit de respirer. C'était la mère de Richard, une enseignante à la retraite avec une cuisine qui sentait toujours la cannelle, et une voix capable de faire taire une pièce sans jamais dépasser le murmure. Chaque dimanche, Eleanor venait me chercher à 9h pile. Nous allions dans son cottage à Maple Hill, et elle m'apprenait à faire des miettes de pommes, des biscuits au lait de beurre, et des tourtes aux pêches, tout à partir de rien. Pendant que le four ronronnait, elle me racontait des histoires sur mon père. James avait tes yeux, disait-elle, en étalant la pâte avec ses mains couvertes de farine. Et ta mère, Lucie, souriait comme le soleil après la pluie. Tu as ce même sourire, Annabelle. Je gardais ces mots comme des pièces précieuses au fond de ma poche, les retournant dans mon esprit pendant les longues nuits dans ma chambre au sous-sol. Diane détestait mes dimanches avec Eleanor. Elle a 80 ans, Annabelle. Tu l'épuises. Elle est fragile. Ne l'ennuie pas avec tes problèmes. Saute peut-être cette semaine, elle a besoin de repos. J'y allais toujours quand même, jusqu'à l'année où Diane m'a dit que, si je continuais à créer des problèmes, elle dirait à Eleanor que je ne voulais plus venir. J'avais 14 ans, je l'ai cru. Alors, j'ai commencé à demander la permission d'abord, et la permission n'était pas toujours accordée. Un dimanche, juste avant mes 17 ans, Eleanor a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Elle a posé son rouleau à pâtisserie, m'a regardé avec des yeux à la fois perçants et tristes. Tes parents t'aimaient assez pour prévoir l'avenir, Annabelle. Ne l'oublie jamais. J'ai hoché la tête comme si je savais de quoi elle parlait. Je ne savais pas avant 12 ans encore. Mais Eleanor savait exactement ce qu'elle me disait, et elle préparait déjà ses propres plans. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je suis infirmière diplômée à l'hôpital communautaire de Crestwood, et je vis seule dans un appartement de 2 pièces au-dessus de la blanchisserie, sur Cherry Street. C'est petit, c'est bruyant les jours de lessive, et c'est à moi. La santé d'Eleanor a décliné cette année, ses genoux la font souffrir, elle s'essouffle dans les escaliers, mais son esprit est une machine de précision. Et chaque dimanche, je conduis toujours jusqu'à Maple Hill. Le reste de la famille sait ce qu'Eleanor possède, le cottage, la pension de son défunt mari, et des comptes d'épargne constitués sur 50 ans quelque part au-delà du $1 million. Dans une ville comme Crestwood, c'est une fortune. Diane a commencé sa campagne vers janvier. Subtile, au début, elle rendait visite à Eleanor avec des fleurs de sa boutique, et en profitait pour mentionner à quel point j'avais été difficile ces derniers temps, à quel point j'étais distante, disant que je ne venais probablement que pour l'héritage. Kyle l'a soutenu lors du brunch de Pâques, grand-mère, tu sais qu'Annabelle ne fait pas techniquement partie de la famille. Légalement, je veux dire. Madison publiait des stories Instagram des selfies avec Eleanor avec des légendes comme « Le sang est plus épais que l'eau », accompagné d'un emoji cœur. Elle identifiait tout le monde, sauf moi. Puis est venu l'appel, un jeudi soir de la fin mars. Le nom de Richard est apparu sur mon écran. Il ne m'avait pas appelé depuis 4 mois. Annabelle, sa voix sonnait répétée, fatiguée. À propos du dîner d'anniversaire de maman, ce samedi. Il vaudrait peut-être mieux que tu ne viennes pas, pour le bien de tout le monde. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai fixé le plafond. Le bien de qui, Richard? Il a marqué une pause. Ça va juste créer des tensions. Tu sais comment est Diane. Je savais, c'était bien là le problème. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir et j'ai raccroché. Je ne savais pas alors que cet appel faisait partie d'un plan bien plus vaste, en mouvement depuis des semaines. J'ai appelé Eleanor le lendemain matin. Elle a décroché dès la première sonnerie, comme si elle attendait. Grand-mère, Richard a dit qu'il vaudrait mieux que je ne vienne pas samedi. Silence. Puis, est-ce qu'il a dit pourquoi? Il a dit que ça créerait des tensions. La respiration d'Eleanor était régulière, mesurée. Quand elle a repris la parole, sa voix était différente, urgente, d'une manière que je n'avais jamais entendue. Tu dois venir, Annabelle, quoi qu'il arrive.
Promets-le-moi. Je te le promets. Et porte quelque chose de beau, quelque chose qui te donne de la force. J'ai failli rire. Grand-mère, c'est juste un dîner. Promets-le-moi. Je te le promets. Elle a marqué un temps d'arrêt, et j'ai entendu le grincement de son fauteuil à bascule. Je t'aime, ma chérie. Plus que tu ne le penses. Elle a raccroché avant que je ne puisse demander pourquoi sa voix tremblait. Ce samedi-là, je suis resté devant mon placard pendant 30 minutes. Je ne possédais pas grand-chose, les infirmières n'ont pas besoin de beaucoup de tenues habillées, mais cachée au fond se trouvait une robe bleu marine que j'avais achetée pour le mariage d'une amie, il y a 2 ans. Simple, ajustée, le genre de robe qui dit « Je suis à ma place ici », sans avoir besoin de dire un mot. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles de ma mère, la seule chose d'elle que j'avais. Éléanore me les avait données pour mes 18 ans. Lucie les portait le soir où elle a rencontré ton père, m'avait-elle dit. J'ai emballé le cadeau d'Éléanore, un album photo relié à la main que j'avais passé des semaines à fabriquer, rempli de photos de nous deux en train de cuisiner, imprimées depuis mon téléphone. Dans la voiture, mes mains étaient fermes sur le volant. Je savais que Diane allait tenter quelque chose, elle le faisait toujours lors des réunions, et une remarque ici, un plan de table là, un rappel de ma position. Mais c'était l'anniversaire d'Éléanore, peut-être son dernier. Je n'y allais pas pour Diane, j'y allais pour la seule personne qui ne m'avait jamais obligé à prouver que j'étais des leurs. La salle Magnolia se trouve à l'angle de Main et Birch, des colonnes blanches, des magnolias flanquant l'entrée et le seul restaurant de Crestwood qui exige une réservation. Pour les 80 ans d'Éléanore, Diane avait réservé toute la salle de réception principale. 30 invités, des verres en cristal, du linge blanc, et un quatuor de jazz jouant doucement dans un coin. Je suis arrivé 10 minutes en avance, et j'ai posé mon cadeau sur la table près de la porte. Diane m'a vu entrer. Ses yeux m'ont suivi à travers la pièce, mais elle n'a pas parlé, elle a simplement levé son verre de vin et s'est détournée pour reprendre une conversation avec l'oncle Harold. Éléanore était assise en bout de table. Elle semblait fatiguée, plus maigre que dimanche dernier, son gilet flottant sur ses épaules. Mais, quand elle m'a vu, son visage s'est transformé. Elle a tendu ses 2 mains vers moi. Te voilà. Je me suis penché, j'ai embrassé sa joue, et j'ai senti sa poigne se serrer sur mes doigts, assez fort pour me faire mal. Assieds-toi près de moi, chuchota-t-elle. J'ai tiré la chaise à sa gauche. C'est alors que j'ai remarqué l'homme à sa droite, cheveux argentés, costume gris, mallette en cuir glissée sous sa chaise. Je ne l'avais jamais vu. Il m'a adressé un signe de tête poli, mais n'a rien dit. Qui est-ce, ai-je demandé doucement à Éléanore. Un ami, dit-elle. Tu feras sa connaissance plus tard. Kyle est arrivé ensuite, riant trop fort de quelque chose sur son téléphone. Il m'a vu, et s'est arrêté net de rire. Oh, tu es vraiment venu. Madison suivait, cherchant déjà l'angle parfait pour un selfie avec le lustre. Elle s'est placée juste à côté d'Éléanore, cadrant soigneusement la photo. Je l'ai regardé ajuster l'angle 3 fois, s'assurant à chaque fois que je ne sois pas dessus. Le dîner a commencé. Les assiettes sont arrivées, et le brouhaha des conversations a rempli la salle. Tout semblait normal. Mais, dans cette famille, le normal n'était que l'ouverture avant la tempête. Diane s'est levée entre l'entrée et le plat principal. Elle a tapoté son verre avec un couteau à beurre. Le quatuor de jazz s'est arrêté. Merci à tous d'être ici ce soir, a-t-elle dit, sa voix mielleuse et chaleureuse, balayant la pièce du regard. La famille est ce qu'il y a de plus important pour nous, les Everett. Elle a insisté sur le mot famille. Ses yeux ont croisé les miens pendant exactement 1 seconde. J'aimerais présenter tout le monde à notre table, mon fils merveilleux, Kyle. Certains d'entre vous savent qu'il vient de conclure une grosse affaire à Savannah. Kyle a levé son verre. Ma magnifique fille, Madison, elle s'est si bien occupée de grand-mère ces derniers temps. Madison a envoyé un baiser à Éléanore. Et bien sûr, mon mari, Richard, le pilier de cette famille. Richard a hoché la tête de façon rigide. C'était tout. 3 enfants présentaient la liste complète selon Diane. Une femme de l'autre côté de la table, je ne la reconnaissais pas, peut-être quelqu'un du travail de Richard s'est penché en avant. Et qui est cette charmante jeune femme à côté d'Éléanore? Diane a cligné des yeux, puis a souri. Oh, c'est Annabelle. Elle a grandi parmi nous.
grandit parmi nous, comme un chat errant qu'on nourrit sur le perron. La femme a hoché la tête poliment. Le moment est passé. Puis Madison a tendu le bras devant moi pour attraper la corbeille de pain. Son coude a heurté mon verre et du vin rouge, directement sur le devant de ma robe marine. Oups. Madison a pressé sa serviette sur ses lèvres. Désolé, le blanc aurait été un choix plus sûr pour toi. Quelques personnes ont ricané. Kyle a souri narquoisement dans son verre d'eau. J'ai regardé la tache s'étendre sur mes genoux, rouge sombre, s'étalant comme un bleu. Je n'ai pas réagi. J'ai pris ma serviette, j'ai tamponné le tissu 2 fois, et je l'ai reposé sur mon genou. La main d'Eleanor a trouvé la mienne sous la table. Elle a serré une fois, j'ai serré en retour. Le plat principal est arrivé, filet mignon, asperges rôties, purée de pommes de terre à la truffe. L'odeur à elle seule valait plus que mon budget hebdomadaire de course. C'est là que Diane est passée à l'offensive. Nous devons réorganiser un peu les places, a-t-elle annoncé. L'oncle Harold a besoin de plus de place pour sa chaise. Annabelle, ma chérie, le bar a des sièges très agréables. Tu y seras plus à l'aise. Ce n'était pas une question. Kyle s'est adossé à son siège. Ouais, ce n'est pas comme si tu allais porter un toast. Quelques personnes au bout de la table ont échangé des regards. Une ou deux ont ri pas par méchanceté, juste ce rire automatique que les gens ont quand ils ne veulent pas rendre les choses gênantes. Personne n'a objecté. J'ai regardé Richard. Il fixait son assiette comme si elle contenait la réponse à un mystère. Sa fourchette n'avait pas bougé. J'ai regardé Eleanor. Sa mâchoire était contractée, et ses phalanges étaient blanches à force de serrer sa serviette, mais elle a croisé mon regard et m'a fait un signe de tête infime, à peine une inclinaison du menton. Attends, pas encore. Alors, je me suis levé, j'ai lissé ma robe tachée de vin, et j'ai pris mon verre d'eau. Joyeux anniversaire, grand-mère, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai marché vers le bar, à l'autre bout de la salle. 12 pas j'ai compté. Je me suis assise sur un tabouret, j'ai posé mon verre, et j'ai gardé le dos bien droit. Le barman, un jeune homme, peut-être 22 ans, m'a regardé avec un mélange de confusion et de sympathie. Ça va, a-t-il demandé doucement. Je vais bien. Ce n'était pas vrai, mais j'avais 24 ans de pratique pour faire semblant d'aller bien. Avez-vous déjà été assis dans une pièce pleine de monde, tout en vous sentant complètement invisible? Comme si l'air que vous respirez ne comptait pas, parce que personne ne vous regarde respirer. Si c'est votre cas, dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir que je ne suis pas la seule. Depuis le bar, j'avais une vue dégagée sur la table. Diane riait, remplissait les verres, touchait les bras des gens, l'hôtesse parfaite. Kyle racontait une histoire avec de grands gestes et une chute que je ne pouvais pas entendre. Madison ne cessait de consulter son téléphone sous la table. Eleanor était assise en bout de table, ne mangeant rien, observant tout. L'homme au costume gris n'avait pas bougé. Sa mallette restait sous sa chaise. Il coupait son steak en carrés précis et ne parlait à personne. 20 minutes ont passé. Puis Madison s'est levée, téléphone en main, et s'est dirigée vers les toilettes. Elle est passée juste devant moi, sans même jeter un regard dans ma direction, comme si le tabouret était vide. Elle s'est arrêtée dans le couloir, à environ 2 mètres de moi. Elle a dû supposer que je ne l'entendrais pas à cause du quatuor de jazz. Elle se trompait. Ça marche, a dit Madison au téléphone. Sa voix était basse, mais le couloir portait le son comme un tunnel. Elle est au bar. Maman dit qu'encore un petit coup de pression, et elle partira pour de bon. Pause. Elle écoutait. Non, grand-mère ne soupçonne rien. Maman gère. On a juste besoin qu'elle soit hors jeu avant que l'avocat de grand-mère ne fasse quoi que ce soit. Ma main s'est crispée sur mon verre. L'avocat. Avant que l'avocat de grand-mère ne fasse quoi que ce soit. Madison a ri de ce que l'autre personne a dit, puis est retournée vers la salle sans me regarder. Je suis resté immobile. Ce n'était pas de la cruauté spontanée. Ce n'était pas Diane qui passait une mauvaise soirée ou qui avait bu un verre de trop. C'était un plan, coordonné, chronométré, conçu pour me pousser vers la sortie avant qu'un événement n'arrive, quelque chose impliquant Eleanor et un avocat. Je ne savais pas encore quoi, mais l'homme au costume gris avec sa mallette prenait soudainement beaucoup plus de sens.
Le dessert est arrivé, un gâteau à 3 étages avec un glaçage blanc et 80 bougies. Tout le monde a chanté. Depuis le bar, j'ai articulé les paroles sans bruit. Eleanor a soufflé les bougies en 2 fois. La salle a applaudi. Puis, elle s'est penchée vers Richard et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Richard s'est levé, l'a aidé à se lever, et l'a conduite lentement vers le couloir des toilettes. Mais Eleanor s'est arrêtée au bar. Elle a pris ma main. La sienne était fine, comme du papier, je pouvais sentir chaque os mais sa poigne était de fer. « Ne pars pas ce soir, dit-elle. » Sa voix était à peine plus qu'un souffle. « Quoi qu'il arrive, promets-le-moi. » J'ai déjà promis, grand-mère. Je sais. Elle m'a attiré un peu plus près. Tes parents t'ont laissé plus que des souvenirs, Annabelle. Il est temps que tu saches. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que tu veux dire? Richard est apparu à son coude. Maman, les toilettes, c'est par là. Eleanor a soutenu mon regard une seconde de plus. Puis, elle m'a lâché et s'est éloignée avec Richard, sa canne frappant le parquet. Je me suis retourné sur mon tabouret. L'homme au costume gris m'observait. Pas Diane, pas Kyle en moi. Son expression était illisible, professionnelle, comme un médecin avant d'annoncer des résultats. Sa mallette était sous sa chaise, le fermoir était en laiton, et le coin d'une épaisse enveloppe dépassait du sommet, de couleur craft, non scellée. Il a remarqué que je le regardais, m'a fait un signe de tête presque imperceptible, puis s'est replongé dans son café. Mon cœur battait dans ma gorge. Tes parents t'ont laissé plus que des souvenirs. Mes parents sont morts quand j'avais 5 ans. Ils avaient 26 et 28 ans. Ils conduisaient une Honda de 10 ans et louaient un petit appartement de 2 chambres. Qu'est-ce qu'ils auraient bien pu me laisser? Quoi que ce soit, Diane ne voulait pas que je le découvre, et cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Eleanor est revenue à table. Diane lui a versé un autre verre de vin, son 4e, d'après mes comptes. La soirée aurait dû toucher à sa fin, les gens regardaient leurs montres, cherchaient leur manteau. Mais Diane n'avait pas fini. Elle s'est levée à nouveau, vers levé, les joues rouges. Je veux juste ajouter une dernière chose. Elle a balayé la table d'un geste du bras. Être mère est le métier le plus difficile au monde, et parfois on prend sur soi des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Quelques invités ont murmuré en signe d'accord. Quand le frère de Richard est mort, nous avons recueilli sa fille. Diane a posé une main sur sa poitrine. Personne d'autre ne l'aurait fait. Nous avons renoncé à des vacances. Nous avons renoncé à nos économies. Nous avons sacrifié notre espace, nos vies, en réalité. Une femme vers le bout de la table a pris la parole. C'est Annabelle, c'est ça? Elle a l'air d'être une fille adorable. Diane a incliné la tête. Le vin la rendait honnête. Adorable? Elle profite de nous depuis 24 ans. Elle a ri, un son lâche et laid. Ses parents n'ont rien laissé. Pas un centime. Nous l'avons élevée en partant de zéro. La pièce est devenue silencieuse. Ses parents n'ont rien laissé. Je l'ai entendu à 12 pas de là. Par-dessus le jazz, par-dessus le tintement des verres, par-dessus tout. Ma mère et mon père morts à 26 et 28 ans, enterrés au cimetière de Crestwood, carré 14 et Diane se tenait là, dans une salle pleine de monde, en train de leur raconter que mes parents m'avaient laissé sans rien. C'était un mensonge. Je ne savais pas encore comment, mais les paroles d'Eleanor résonnaient encore dans mes oreilles. Ma main tremblait, et pas de tristesse. J'avais avalé chaque insulte pendant 24 ans, chaque assiette oubliée, chaque photo manquante, chaque « elle a grandi parmi nous », mais parler de mes parents défunts comme de bons à rien qui m'avaient abandonné. C'était la goutte de trop, et Diane venait de franchir la ligne. Le serveur est apparu à mon coude. « Excusez-moi, mademoiselle. » Il était jeune, poli, visiblement mal à l'aise. Il a posé un porte-addition en cuir sur le bar, devant moi. Je l'ai ouvert. 3270 $. 30 invités, des filets mignons, des bouteilles de pinot noir et de champagne importé, un gâteau d'anniversaire à 3 étages, et chaque centime était porté à mon nom. Madame Everett a organisé la réservation à votre nom, a dit le serveur à voix basse. Elle a fourni votre carte pour le dépôt de garantie. Ma carte. La carte secondaire que Diane m'avait fait ouvrir quand j'avais 17 ans.
Pour les urgences, avait-elle dit. J'avais arrêté de l'utiliser il y a des années, j'en avais oublié l'existence. Pas Diane. J'ai levé les yeux vers la table d'honneur. Kyle souriait, m'observant par-dessus le bord de son verre. Madison orientait son téléphone vers moi, elle enregistrait. Diane a croisé mon regard et a levé son verre dans un petit toast d'un salut, un défi. 30 personnes regardaient. J'ai ouvert mon portefeuille, j'ai sorti ma propre carte de débit et ma vraie carte, reliée à mes vraies économies, l'argent que j'avais gagné en rangeant des rayons, en faisant des prises de sang et en enchaînant des gardes de 12 heures. Je l'ai tendu au serveur. Merci, ai-je dit. Vous pouvez encaisser sur celle-ci. Il a hésité. Mademoiselle, vous êtes sûre? J'en suis sûr. Il a pris la carte. J'ai signé le reçu, ajouté un pourboire de 20%. Depuis la table principale, la voix de Diane a flotté comme de la fumée, vous voyez? Elle connaît sa place. De nouveaux rires, plus discrets cette fois. Quelques invités ont détourné les yeux. J'ai rebouché le stylo, je l'ai posé, j'ai commencé à me lever, et c'est alors que du bout de la table, une voix s'est élevée, claire comme une cloche dans une église silencieuse, un instant, s'il vous plaît. La voix d'Eleanor a glacé la pièce. Toutes les têtes se sont tournées. Eleanor a repoussé sa chaise. L'homme au costume gris s'est levé le premier, lui offrant son bras. Elle l'a pris, s'est stabilisée, et s'est redressée de toute sa petite taille. Le quatuor de jazz s'était arrêté entre deux chansons. Le timing était accidentel, ou peut-être pas. Le seul bruit était le léger cliquetis de quelqu'un posant sa fourchette. Eleanor a balayé la salle du regard, comme elle avait dû regarder tant de classes d'enfants agités, patientes, fermes, absolues. Avant que quiconque ne parte, dit-elle, j'ai quelque chose à dire. C'est mon anniversaire, après tout. Le sourire de Diane a vacillé. Maman, la soirée a été longue. Tu devrais te reposer. Assieds-toi, Diane. 3 mots. Pas de cris, pas de colère. Juste le genre d'autorité que procure 80 ans sans jamais avoir bluffé. Diane s'est assise. Eleanor s'est tournée vers moi. Annabelle, reviens à table, ma chérie. Je n'ai pas bougé tout de suite. 24 ans de conditionnement font cet effet-là, ils vous fichent sur place, même quand quelqu'un vous tend la main. Mais Eleanor a gardé sa main tendue vers moi, et l'expression de son visage disait, c'est maintenant. Je suis revenu. 12 pas, les mêmes que j'avais comptés en partant. Kyle s'est agité sur son siège. Madison a baissé son téléphone. Eleanor a attendu que je sois debout à ses côtés. Puis, elle a posé sa main sur mon bras et a dit, assez fort pour chaque invité dans la salle, tu es ici chez toi, plus que quiconque à cette table. Le silence qui a suivi était le plus épais que j'ai jamais ressenti, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Puis, l'homme au costume gris a passé la main sous sa chaise, a sorti sa mallette, l'a posée sur la table, l'a ouverte, et a placé une épaisse enveloppe Kraft à côté du dessert intact d'Eleanor. Plus personne ne riait. Eleanor a posé une main sur l'enveloppe, l'autre serrant sa canne. Diane vient de dire à cette salle que les parents d'Annabelle n'avaient rien laissé. Elle a marqué une pause, laissant la phrase s'installer. J'aimerais corriger cela. Elle a fait un signe de tête à l'homme à ses côtés. Voici Thomas Garrett. Il est mon avocat depuis 12 ans. Thomas Garrett s'est avancé, a ajusté ses lunettes. Sa voix était monocorde, factuelle, le genre de voix qui lit des chiffres dans des tribunaux. James et Lucy Everett ont établi un fonds fiduciaire pour leur fille, Annabelle, en 2001. Le capital initial était de 600 000 $, une combinaison de prestations d'assurance vie et d'épargne. Richard et Diane Everett ont été nommés administrateurs légaux. Personne n'a poussé d'exclamation, ce n'était pas un film, mais j'ai vu 30 visages se décomposer. La confusion d'abord, puis le calcul mental, puis une lente et brutale compréhension. 600 000 $. Mes parents m'avaient laissé 600 000 $. La voix d'Eleanor a retenti de nouveau. Cet argent était destiné à l'éducation d'Annabelle, à sa première maison, à son avenir. Elle a regardé Diane droit dans les yeux. Il ne reste plus un centime. Le visage de Diane s'est vidé de tout sang. Il n'était plus rouge, mais livide. Le genre de blanc qui précède un mensonge ou un cri. Ce n'est pas,
elle s'est agrippée au bord de la table. Maman, ce n'est pas l'endroit pour parler de ça. Eleanor n'a pas scié. Tu as choisi cet endroit, Diane. Tu as choisi d'humilier ma petite fille dans cette salle, devant ces gens. Alors, je vais rétablir la vérité dans cette salle, devant ces gens. Kyle a bondi de sa chaise. Grand-mère, tu es confuse. Tu ne sais pas ce que tu... J'ai les relevés bancaires, Kyle. La voix d'Eleanor était calme, finale. Assieds-toi. Kyle s'est rassis. Je ne sentais plus mes mains. Thomas Garrett a ouvert l'enveloppe et a étalé une pile de documents sur la nappe en lin blanc. Ce sont des copies notariées des relevés de compte du fonds fiduciaire, dit-il, couvrant une période de 18 ans. Il n'a pas lu chaque ligne, il n'en avait pas besoin. Il a résumé de la même voix plate. 80 000 $ retirés en 2008. Correspondant aux frais de scolarité de Kyle Everett à l'Université de Géorgie. La mâchoire de Kyle s'est bloquée. Il a fixé le papier comme s'il allait prendre feu. 45 000 $, en 2015 une BMW série 3 enregistrée au nom de Madison Everett. Le téléphone de Madison a glissé de sa main. Il a percuté la table dans un bruit sec. 120 000 $ entre 2010 et 2018 rénovation de la maison au 14 Birch Lane. La maison familiale des Everett, là où je dormais au sous-sol. 95 000 $ divers frais de vacances, Myrtle Beach, Disney World, Lake Tahoe. Des endroits où je n'ai jamais été invité. Le solde restant a été retiré progressivement sur 20 ans. Dépenses personnelles effectuées par Diane Monsieur Everett. 30 personnes fixaient ces documents. J'ai vu leurs expressions passer de la neutralité polie à quelque chose de beaucoup plus dur. Une femme, près du centre de la table, a posé sa serviette et a reculé sa chaise, comme si elle avait besoin de mettre de la distance entre elle et la table. Madame Patterson, la meilleure amie de Diane, sa confidente à l'église, regardait Diane avec une expression que je ne lui avais jamais vue, le doute. La voix de Madison a brisé le silence. Cet argent était pour toute la famille. Il était pour Annabelle. Eleanor a pointé un doigt osseux vers la pile de papier. Son nom, son fond. Pas le vôtre. Richard n'avait pas bougé. Son visage avait la couleur de la nappe. Ses mains étaient à plat sur la table, les paumes vers le bas, comme s'il se préparait à un tremblement de terre. J'étais assise là, les larmes coulant sur mes joues. Je ne les essuyais pas. Eleanor a laissé le silence planer pendant 3 secondes entières. Puis, elle a repris la parole. J'ai passé 80 ans à observer qui, dans cette famille, mérite quoi. J'ai pris ma décision. Thomas Garrett a ajusté sa cravate. Madame Eleanor Everett a officiellement révisé ses dispositions successorales. Avec effet immédiat, Annabelle Everett est désignée comme unique bénéficiaire. La pièce a implosé. Kyle a renversé sa chaise en se levant. Tu n'as pas le droit. Madison s'est mise à pleurer, de gros sanglots bruyants et désordonnés, son mascara coulant sur ses joues. La voix de Diane était comme une lame de rasoir, elle n'est même pas ta vraie petite fille. Eleanor s'est tournée vers Diane, lentement. De la façon dont on se tourne pour faire face à quelque chose qu'on a vu venir depuis longtemps. Elle est la fille de mon fils James. Elle est bien plus une Everett que tu ne le sauras jamais, Diane. Kyle a pointé un doigt accusateur vers moi. C'est de la manipulation. Elle travaille grand-mère au corps depuis des années. Eleanor n'a pas élevé la voix. La seule personne qui a manipulé qui que ce soit dans cette famille, elle est assise juste là. Elle a pointé sa canne vers Diane. Le bout tremblait, mais la cible était précise. Richard n'avait toujours pas parlé. Il fixait les bougies, l'air d'un homme qui regarde sa maison brûler de l'intérieur. J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée, puis je l'ai rouverte. Je n'ai rien demandé de tout ça, ai-je dit. Ma voix était ferme, de justesse. Je voulais simplement dîner avec ma grand-mère. Eleanor a plongé la main dans la poche de son gilet, en a sorti une photographie, cornée et assouplie par les années. Elle l'a brandie. Un homme jeune, brun, souriant tenant une petite fille dans une robe jaune. Ton père m'a demandé de veiller sur toi, a dit Eleanor. Je tiens ma promesse. J'ai pris la photo. Le visage de mon père, mon visage, ensemble. Mais, ce n'était pas fini. Diane a brusquement repoussé sa chaise.
Elle a percuté le mur avec un fracas qui a fait sursauter le barman. Ce dîner est terminé. Elle a attrapé son sac, puis s'est retournée vers Eleanor. Tu n'as manifestement plus toute ta tête. On fera annuler tout ça dès lundi. Thomas Garrett a fouillé dans sa mallette et en a sorti un second document. Il l'a posé, comme un homme qui abat ses cartes. Madame Everett a été évaluée il y a 4 semaines par le docteur Fiona Reed, psychiatre spécialisé en gériatrie à Atlanta. Évaluation cognitive complète. Il a marqué une pause. Elle est saine d'esprit. Le rapport est notarié et enregistré. La bouche de Diane s'est ouverte, refermée, puis rouverte. Aucun son n'est sorti. Elle s'est tournée vers moi. Sa voix était brute, dépouillée de son miel, dépouillée de tout sauf de son venin. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as empoisonné contre sa propre famille. Je l'ai regardé par-dessus la table, avec mes taches de vin sur ma robe, mes yeux encore humides, et mes mains tremblantes, mais ma voix est sortie claire. Je suis assise au bar depuis 2 heures, Diane. Quand aurais-je pu faire ça? Un son a parcouru la pièce, pas un rire, pas un cri, mais quelque chose entre les deux, un soulagement. Plusieurs invités ont baissé les yeux. Un homme se massait la nuque. Madame Patterson s'est levée. Elle s'est approchée de Diane, s'est penchée vers elle, et a demandé d'une voix qu'elle pensait être un murmure, mais qui a traversé le silence comme un coup de feu, « Diane, est-ce que c'est vrai, pour le fonds fiduciaire ?» Diane n'a pas répondu. Elle a attrapé le bras de Richard. On s'en va. Maintenant. Richard n'a pas bougé. Richard. Il l'a regardé. Pour la première fois de la soirée, quelque chose a bougé dans ses yeux, quelque chose qui semblait avoir été en cage depuis très longtemps. Non, dit-il. Pas encore. Diane a changé de tactique, comme le temps change en Géorgie, soudainement, totalement, sans excuse. Le venin s'est évaporé. Ses épaules se sont affaissées, son menton a tremblé, et des larmes ont perlé dans ses yeux. Quand elle a repris la parole, sa voix n'était plus qu'un fil chevrotant, « J'ai tout donné pour cette fille. » Elle a pressé une main sur son cœur. 24 ans, ma jeunesse, mon énergie, mes économies. Et voilà. Voilà comment on me remercie. Kyle a passé un bras autour d'elle. C'est bon, maman. On va se battre. Diane s'est tournée vers les invités restants, les yeux brillants. Elle a monté une vieille femme contre ses propres enfants. C'est de l'abus de faiblesse. Vous êtes tous témoins. J'ai regardé la scène, la pièce semblant tanguer. Quelques invités ont bougé sur leur siège. Un homme âgé, au bout de la table, a froncé les sourcils en me regardant. Les larmes de Diane étaient convaincantes, elles l'avaient toujours été. À Crestwood, elle avait perfectionné le rôle de la mère courage, et le public connaissait le script par cœur. Ça marchait. Alors, Thomas Garrett a posé un dernier document sur la table, une épaisse pile reliée par un trombone. Il l'a tournée vers l'assistance. Ce sont des relevés bancaires notariés, dit-il. Retrait après retrait sur le compte du fonds fiduciaire, pendant 18 ans. Chacun d'eux est signé par Diane, Monsieur Everett ou Richard J. Everett. Il a fait défiler les pages lentement, des dates, des montants, des signatures page après page après page. Le vent a tourné. Madame Patterson fixait les papiers, puis Diane, puis à nouveau les papiers. Diane a senti le basculement, la perte de son public. Et, pour la première fois, quelque chose s'est fissuré dans sa performance. Pas de la tristesse, pas de la colère, de la peur. Elle a réalisé qu'Eleanor n'avait pas agi sur une impulsion. Ce n'était pas l'éclat émotionnel d'une grand-mère. C'était des mois de préparation, documents juridiques, évaluation médicale, preuves certifiées. Diane était tombée dans son propre piège. Richard s'est levé. Le mouvement a été si silencieux, si différent du chaos ambiant, qu'il a fallu un moment pour que quelqu'un le remarque. Il n'a pas repoussé sa chaise, il s'est simplement levé lentement, lourdement, comme un homme sortant de l'eau. Maman. Sa voix s'est brisée sur cette unique syllabe. Je suis désolé. J'aurais dû l'arrêter il y a des années. Diane s'est retournée vers lui avec furie. Tais-toi. Ne dis plus un mot, Richard. Non, Diane. Il s'est tourné vers elle,
et j'ai vu ce que je n'avais jamais vu en 24 ans, Richard Everett regardant sa femme dans les yeux, sans ciller. Ça suffit. Je me suis tu pendant 24 ans. C'est fini. Il s'est tourné vers moi. Son menton tremblait. Ses mains pendaient à ses côtés comme des outils brisés. Tes parents nous ont fait confiance, Annabelle. Ils m'ont fait confiance. Il a dégluti. Je les ai trahis. Je t'ai trahi. Le silence était tel que j'entendais les glaçons fondre dans un verre. J'ai regardé cet homme, l'homme qui m'emmenait à l'école quand Diane ne le voulait pas, qui réparait ma chaîne de vélo dans le garage sans qu'on lui demande, qui n'avait jamais élevé la voix contre moi, mais qui ne l'avait jamais élevée pour moi non plus. Je sais, Richard, ai-je dit. Je ne l'avais pas appelé papa depuis des années. Ce n'était pas du pardon, c'était simplement la vérité complexe, emmêlée et insuffisante de ce qu'il était. Kyle regardait son père comme s'il voyait un étranger. Madison a cessé de pleurer. Puis Richard a fouillé dans sa poche arrière, et en a sorti un petit objet corné. Une carte d'anniversaire faite à la main, sur du papier canson, avec une écriture enfantine. Annabelle avait écrit ça pour toi il y a 15 ans, maman, dit-il à Eleanor. Diane l'a jetée. Je l'ai gardée. Eleanor a pris la carte de ses mains tremblantes, l'a lue, et a pleuré. Je me suis levé. Sans hâte, sans drame, je me suis juste levé, de la façon dont on se lève quand on a pris une décision qui a mis 24 ans à mûrir. La salle m'observait à 30 visages, certains compatissants, d'autres sidérés, certains composant déjà la version qu'ils raconteraient demain à l'église ou à l'épicerie. Je me moquais de toutes ces versions. J'ai regardé Diane. Je ne vais pas crier, ai-je dit. Je ne vais pas t'insulter, mais j'en ai fini d'être la personne sur laquelle tu t'essuies les pieds. J'en ai fini de rester au bar pendant que tu décides qui fait partie de la famille. La bouche de Diane a bougé, mais rien n'est sorti. Je me suis tourné vers Kyle et Madison. Je ne vous hais pas, aucun de vous deux, mais je ne ferai plus semblant. Madison a baissé les yeux vers le sol. Kyle a fixé le mur. Aucun d'eux ne m'a regardé. Je me suis tourné vers Eleanor, et j'ai pris sa main. Merci d'avoir tenu ta promesse envers mon père. Eleanor a serré mes doigts. Ses yeux étaient encore mouillés, mais elle souriait à un sourire mince, féroce, satisfait. Puis, j'ai fait face à l'assistance une dernière fois, 30 personnes, des verres en cristal, des nappes blanches tachées par une soirée que personne n'oublierait. J'ai payé l'addition, ai-je dit. C'est la dernière chose que je paierai jamais pour cette famille. J'ai aidé Eleanor à se lever. Thomas Garrett a récupéré sa mallette, y a rangé les documents, et nous a suivis vers la porte. Derrière nous, la voix de Diane a griffé l'air, tu entendras parler de notre avocat. Eleanor s'est arrêtée, s'est retournée, et a regardé Diane par-dessus son épaule avec la patience d'une femme qui avait préparé ce moment depuis 2 ans. Je t'en prie, dit-elle. Thomas est quelqu'un de très méticuleux. Nous sommes sortis dans la nuit de mars. L'air était froid, piquant, et propre. Le vrai combat ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, Diane a lancé sa contre-offensive. Sa publication Facebook a été mise en ligne un mardi après-midi, 12 paragraphes d'un victimisme soigneusement mis en scène. Elle s'y décrivait comme une mère aimante, ayant tout sacrifié pour une enfant adoptive ingrate. Elle écrivait sur le déclin mental d'Eleanor, Emma, manipulation calculée, sur une vieille femme vulnérable. Elle a utilisé l'expression « abus de faiblesse » 3 fois. Dans une ville de 9000 habitants, cette publication s'est propagée comme un feu dans des herbes sèches. Mercredi matin, elle comptait 200 partages. Des gens que je connaissais depuis toujours ont commencé à me regarder différemment. Une infirmière de l'hôpital m'a demandé, à voix basse dans la salle de pause, « C'est vrai, ce qu'on dit sur ta grand-mère ?» Une voisine a traversé la rue en m'apercevant. Puis est venue l'offensive juridique. Kyle a engagé un avocat, Brian Prescott le plus cher du comté et a déposé une requête pour contester le testament d'Eleanor. Le motif, influence indue. L'allégation était que j'avais isolé Eleanor de sa famille, et que je l'avais forcée à modifier ses dispositions successorales. L'ironie était si forte que j'aurais pu m'en étouffer. Madison m'a envoyé un SMS à 23 heures. Je l'ai encore enregistré, on va faire traîner ça jusqu'à ce que tu sois ruiné. Tu vas regretter de ne pas être resté au bar.
Je suis restée assise par terre dans mon appartement cette nuit-là, à lire des lettres, des commentaires et des messages de gens qui n'avaient jamais pris la peine d'entendre ma version. Mon compte d'épargne affichait 31 000 $ chaque centime de mes 6 années d'infirmière. Cela ne ferait pas le poids longtemps face aux honoraires de Brian Prescott. Mais, Thomas Garrett avait tout prévu. Eleanor avait tout prévu. Ils étaient prêts pour la guerre de Diane bien avant que Diane ne sache qu'elle en menait une. Thomas m'a appelé un jeudi. Nous déposons une demande reconventionnelle, dit-il, sans préambule. Violation de l'obligation fiduciaire. Tes parents ont désigné Richard et Diane comme administrateurs légaux, cela implique une obligation légale. Chaque dollar de ce fonds devait être utilisé exclusivement à ton profit. Et il s'en était servi pour les études de Kyle, la voiture de Madison, et leurs vacances pendant 18 ans. Je l'entendais tourner des pages. La documentation est complète, relevé bancaire, bordereau de retrait, achat correspondant. Ta grand-mère a passé 6 mois à compiler tout cela. 6 mois. Pendant que je l'emmenais déjeuner le dimanche, pensant que tout était normal, Eleanor constituait un dossier. Thomas a déposé la demande reconventionnelle au tribunal de comté, violation de l'obligation fiduciaire, demandant la restitution intégrale des 600 000 $, plus les intérêts, plus les frais de justice. Dans le même dossier, il a soumis l'évaluation cognitive du docteur Fiona Reed. Eleanor avait obtenu un score au 97e percentile pour sa tranche d'âge. Saine d'esprit, était un euphémisme. L'avocat de Kyle, Brian Prescott, a examiné notre dossier. Je sais ce qui s'est passé ensuite, parce que Thomas me l'a raconté. Prescott a appelé Diane le soir même. Madame Everett, je vous conseille vivement de trouver un accord. La réponse de Diane, d'après Thomas, fut de 5 mots, je préférerais tout voir brûler. Parfois, je me demande, si j'avais simplement abandonné ce soir-là, si j'avais accepté les miettes qu'il proposait pour disparaître, est-ce que la vie aurait été plus facile, plus simple? Mais ensuite, je pense à mes parents. Ils ont créé ce fonds quand ils avaient 25 ans. Ils prévoyaient un avenir qu'ils ne vivraient pas pour voir. Ils ont fait cela pour moi. Je ne pouvais pas leur tourner le dos. L'auriez-vous fait? Je suis curieuse. Vous seriez-vous battu jusqu'au bout, ou auriez-vous limité les dégâts pour passer à autre chose? Dites-le moi dans les commentaires. L'audience a eu lieu 6 semaines plus tard, au palais de justice du comté de Mersey. Un bâtiment en briques avec des colonnes qui auraient eu besoin de peinture, et un mât de drapeau qui penchait légèrement vers la gauche. Rien de dramatique, rien de cinématographique, juste une salle d'audience sous des néons, avec une juge nommée Harriet Dawson qui portait des lunettes de lecture au bout d'une chaîne. Je ne raconterai pas chaque motion ou objection. La justice n'est pas comme à la télévision, c'est lent, procédural, et ça sent le vieux tapis. Mais voici ce qui a compté, la requête de Kyle pour contester le testament d'Eleanor a été rejetée. L'évaluation du docteur Reed était inattaquable. Thomas avait documenté chaque interaction entre Eleanor et moi au cours des 2 dernières années, les dates, les témoins, le contexte. Il n'y avait aucune preuve d'isolation ou de coercition. La juge l'a dit clairement, le requérant n'a présenté aucune base crédible pour étayer l'allégation d'influence indue. Puis est venue la demande reconventionnelle. Thomas a exposé 18 ans de retrait. Des noms, des dates, des montants, des achats correspondant à chaque page notariée, chaque signature vérifiée. L'avocat de Diane a tenté de soutenir que l'argent avait servi au foyer, ce qui m'incluait. Thomas a produit mes déclarations d'impôts, mes relevés de prêts étudiants, et mes bulletins de salaire de l'épicerie Hank. La juge a fait les calculs elle-même. Le tribunal estime que les défendeurs ont systématiquement détourné des fonds qui leur avaient été confiés au profit d'une mineure, a déclaré la juge Dawson. Le tribunal ordonne la restitution intégrale, 600 000 $, plus les intérêts, plus les honoraires de Thomas. Environ 720 000 $ au total. Diane s'est agrippée à la table de la défense. Kyle a frappé la table de la paume de la main. Madison a pleuré. Richard est resté parfaitement immobile, les mains jointes, et n'a pas dit un mot de toute la procédure. Nous sommes sortis sur le parking Thomas, Eleanor, et moi. Le soleil était cru et brillant. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi, Richard, courant pour nous rattraper, serrant une boîte à chaussures abîmée contre sa poitrine. Richard a tendu la boîte. Ses mains tremblaient. C'est tout ce que j'ai sauvé, dit-il.
Des photos, le journal de ta mère, ton certificat de naissance. Diane voulait tout jeter après les funérailles. Je l'ai caché dans le garage, derrière les pots de peinture. J'ai pris la boîte. Elle ne pesait presque rien. Je ne te demande pas de me pardonner, dit Richard. Je voulais juste que tu ne les perdes pas une deuxième fois. Il s'est détourné et a marché vers son camion, sans attendre de réponse. Je suis resté sur le parking, tenant une boîte à chaussures remplie de mes parents, et je l'ai regardé s'éloigner. Ce fut la dernière fois que Richard et moi nous sommes parlé en face à face. Les retombées à Crestwood furent rapides et impitoyables. C'est ainsi que les petites villes traitent les scandales qu'elles ne peuvent plus ignorer. La publication Facebook de Diane, celle avec 200 partages, est devenue la preuve d'une toute autre histoire. Les gens l'ont relue avec un regard neuf. La section des commentaires a basculé. Madame Patterson, l'amie du groupe de l'église qui avait interrogé Diane sur le fonds fiduciaire au restaurant, a appelé Diane le dimanche suivant. « Je pense que tu devrais te trouver un autre groupe de prière, Diane. » La boutique de fleurs sur Oak Street, Diane Espetal, qu'elle tenait depuis 15 ans, a perdu un tiers de sa clientèle en un mois. Dans une ville qui vit de la réputation, une décision de justice est une lettre écarlate. L'agence immobilière de Kyle l'a licencié. Son patron n'a pas cité l'affaire directement, il a dit « Si vous ne pouvez pas gérer les finances de votre propre famille, comment les clients pourraient-ils vous confier les leurs ?» Madison, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 3 mois, a perdu sa seule source de revenus, le soutien de Diane. Elle a postulé à l'épicerie sur la route 12. La même épicerie où je rangeais les rayons à 16 ans. Certaines choses bouclent la boucle sans que personne ne l'ait prévu. Même après le jugement, la version des faits de Diane flottait encore dans certains recoins de Crestwood. Certaines personnes croient la première histoire qu'elles entendent, quoi qu'il arrive ensuite. J'étais encore là, chercheuse d'or, pour une poignée de voisins, toujours là, fille adoptive qui a manipulé une vieille femme malade, dans quelques discussions de groupe. Puis, Nora s'en est mêlée. Nora Beckett, ma meilleure amie depuis la seconde, aujourd'hui reporter à la Gazette de Crestwood. Elle n'a pas écrit un article complaisant, elle n'a pas écrit un réquisitoire. Elle a écrit un article factuel, pur et simple, document judiciaire, relevé bancaire, chronologie des faits. Pas d'opinion, juste la vérité exposée chronologiquement. L'article a fait la une de l'édition du mercredi. Dans une ville qui lit encore son journal local, cela a pesé lourd. Les commentaires et les courriers des lecteurs qui ont suivi racontaient une histoire bien différente de la publication Facebook de Diane. Cette fois, les gens avaient les preuves sous les yeux. Ce qui m'a surprise le plus, ce n'est pas le soutien public, c'est le soutien privé. Des lettres ont commencé à arriver à mon appartement, manuscrites pour certaines, venant d'autres enfants adoptés du comté. Des adultes, aujourd'hui, partageant des histoires que je reconnaissais comme des reflets dans un miroir. Les règles différentes, les photos absentes, la gratitude exigée pour un simple toit. Une femme a écrit « On m'a dit toute ma vie que j'avais de la chance d'avoir été recueillie. Ton histoire m'a fait réaliser que chance était leur mot, pas le mien. » Dans la pile de courriers, il y en avait un que je n'attendais pas, venant d'un cabinet d'avocats d'Atlanta, un homme nommé Gerald Howard. Il avait été l'avocat de mes parents. J'ai essayé de vous contacter à vos 18 ans pour vous informer du fonds fiduciaire. Mes lettres me sont revenues. Je pense qu'elles ont été interceptées. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous joindre plus tôt. Diane avait bloqué même cela. Le dimanche après la parution de l'article de Nora, j'ai conduit jusqu'à Maple Hill. Eleanor était sur son perron, son fauteuil à bascule bougeant dans ce rythme lent que je connaissais depuis mes 5 ans. 2 tasses de thé étaient posées sur la table basse. Elle préparait toujours 2 tasses avant mon arrivée. Toujours. Je me suis assise, et nous sommes restés silencieux un moment. Les cornouillers de son jardin étaient en fleurs blancs et roses, fragiles en apparence, mais assez robustes pour survivre à un printemps de Géorgie. Depuis combien de temps savais-tu, ai-je fini par demander. Eleanor a entouré sa tasse de ses 2 mains. 2 ans. J'ai trouvé un relevé bancaire dans le bureau de Richard. Je cherchais un stylo. Le compte portait l'intitulé Annabelle Everett Trust, écrit en gras tout en haut. Solde, $43. Elle a pris une gorgée, a reposé la tasse. J'ai passé 6 mois à tout confirmer, j'ai appelé Gerald Howard, contacté la banque. Puis, j'ai trouvé Thomas.
Elle m'a regardé. J'ai attendu le bon moment. Diane a choisi le restaurant, je n'ai fait qu'utiliser sa scène. J'ai fixé les cornouillers. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que si je te l'avais dit trop tôt, Diane aurait trouvé un moyen de s'en sortir par des explications. Elle est douée pour ça. J'avais besoin que tout soit documenté. J'avais besoin que ce soit inattaquable. Elle a fouillé sous sa chaise et a sorti un petit album que je n'avais jamais vu. À l'intérieur, des photographies. Eleanor se rendant dans un cimetière, debout devant deux pierres tombales, déposant des fleurs. Des roses blanches. Les dates sur les photos couvraient des années. J'y vais chaque mois d'avril, dit-elle. Pour l'anniversaire de ton père. Je ne le savais pas. 15 ans de visite. Des roses blanches chaque année. J'ai pleuré. Pas les larmes du restaurant, celle-là était née du choc, de la blessure et de la colère. Celle-ci était différente. C'était les larmes que l'on verse quand quelqu'un vous prouve que l'amour n'a pas de date d'expiration. Ton père serait fier, dit Eleanor. Pas pour l'argent, mais parce que tu es resté quelqu'un de bien. 6 mois plus tard, je me tenais dans la bibliothèque publique de Crestwood, la même bibliothèque où Eleanor m'emmenait pour l'heure du conte quand j'avais 7 ans, et je l'ai regardé couper un ruban. La bannière derrière elle indiquait « Le fonds de bourse James et Lucy Everett ». C'était un mardi matin. 40 personnes étaient présentes, des enseignants, des infirmières de l'hôpital, quelques familles du système de placement familial du comté. Thomas Garrett se tenait au fond, les bras croisés, un début de sourire aux lèvres. J'avais utilisé l'argent de la restitution, les 600 000 $ originaux, pour doter le fonds. Thomas m'avait aidé à le structurer comme une organisation à but non lucratif. Le but était simple, un soutien éducatif pour les enfants placés et les enfants adoptés du comté de Mersey. Frais de scolarité, livres, logement, tout ce dont ils auraient besoin pour se construire une vie qui n'exige la permission de personne. Eleanor m'a demandé de dire quelques mots. Je suis infirmière, pas oratrice, mais j'ai essayé. Mes parents ont créé un fonds fiduciaire quand ils avaient 25 ans, ai-je dit. Ils prévoyaient l'avenir d'une fille qu'ils ne savaient pas qu'ils n'auraient pas la chance d'élever. J'utilise cet argent comme je pense qu'ils l'auraient voulu, pour aider des enfants comme moi. J'ai regardé la petite foule. Certains hochaient la tête. Une femme au deuxième rang pleurait. Être adopté ne vous rend pas inférieur. Être différent ne fait pas de vous un fardeau. Et si jamais quelqu'un vous dit que la seule raison pour laquelle vous comptez est parce que quelqu'un a choisi de vous garder. Souvenez-vous, vous comptiez bien avant qu'il ne choisisse. Vous comptiez le jour de votre naissance. Eleanor a applaudi la première, puis tout le monde a suivi. Nous avons servi du gâteau ensuite. La recette d'Eleanor. Des miettes de pommes. L'odeur de la cannelle était si forte qu'on pouvait la sentir depuis le parking. Ce n'était pas de la vengeance. La vengeance est bruyante, laide, et vous laisse plus vide qu'avant. C'était un héritage. Diane est venue me trouver 3 semaines après le lancement des bourses. Je terminais une garde de 12 heures à l'hôpital, j'étais fatigué, encore en blouse, les cheveux attachés, sans maquillage. Elle m'attendait sur le parking, appuyée contre une voiture que je ne reconnaissais pas. Plus de Lexus, quelque chose de plus petit, de plus vieux. Elle semblait différente. Ses mèches blondes avaient poussé. Ses ongles n'étaient plus faits. Cette assurance qu'elle portait comme une armure pendant 24 ans s'était fissurée, et ce qu'il y avait en dessous semblait épuisé. Annabelle. Je me suis arrêté, mes clés à la main. Je sais que je n'ai pas été parfaite. Sa voix était plus ténue que je ne l'avais jamais entendue. Mais je t'ai élevé. Je t'ai nourri. Je t'ai donné un toit. Ça doit bien compter pour quelque chose. J'ai pris une inspiration. Le parking était calme, il n'y avait que nous deux et le bourdonnement de l'autoroute au loin. Ça compte, ai-je dit. Et je suis reconnaissante pour le toit. Je suis reconnaissante pour les repas. Mais la gratitude ne signifie pas que je te dois mon héritage, ma dignité ou mon silence. Le menton de Diane a tremblé. Est-ce qu'on peut repartir à zéro? Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé cette femme qui oubliait mon assiette au dîner, qui me présentait comme quelqu'un qui avait, grandi parmi eux, qui avait menti sur mes parents devant 30 personnes en appelant cela un sacrifice. Non, ai-je dit. Nous ne pouvons pas repartir à zéro. Mais je ne vais rien te prendre,
et je ne vais plus te laisser me prendre quoi que ce soit. Plus jamais. C'est là que se trouve la limite. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a hoché la tête une fois, un geste petit et vaincu, puis est retournée à sa voiture. Je l'ai regardé quitter le parking et s'engager sur la route 12. Je ne l'ai pas rappelé. Je suis rentré, j'ai pointé pour ma garde de nuit, et je me suis occupé de mes patients. La vie continue. Diane a vendu la maison de Birchland. Celle rénovée avec l'argent de mon héritage. Après le remboursement, les frais d'avocat et les arriérés d'impôts, il lui est resté juste assez pour louer un petit appartement dans l'est de la ville. Le magasin de fleurs a fermé en août. 15 ans de Diane Espetal envolé. L'enseigne est restée à la fenêtre pendant des semaines avant que quelqu'un finisse par l'enlever. Kyle a quitté Crestwood sans me dire au revoir, ni à personne d'autre pour autant que je sache. Aux dernières nouvelles, il vendait de l'immobilier à Tallahassee. Il a supprimé son compte Facebook, et a changé de numéro de téléphone. Madison a trouvé un emploi à l'épicerie sur la route 12. L'ironie s'écrit d'elle-même, je ne l'appuierai pas. Elle travaille le matin. Je vois parfois sa voiture sur le parking quand je passe devant. Nous ne nous faisons pas de signes. Nous ne faisons pas semblant. Richard a demandé le divorce le mois suivant le jugement. Il s'est installé au motel Pinecrest, au bord de l'autoroute. Il m'envoie une lettre chaque mois, écrite à la main sur du papier jaune à lignes. Il ne demande pas pardon. Il écrit qu'il suit une thérapie, il parle des choses qu'il aurait dû dire il y a 20 ans, il apprend à vivre avec sa culpabilité au lieu de la fuir. Je lis chaque lettre. Je les garde dans un tiroir à côté de mon lit. Je ne lui ai pas encore répondu. Je ne sais pas si je le ferai, mais je ne les jette pas. C'est déjà quelque chose. Peut-être qu'un jour, cela semblera suffisant. Eleanor est toujours là, toujours vive, préparant toujours ses miettes de pommes chaque dimanche. La différence, maintenant, c'est que je conduis jusqu'à Maple Hill et que je me gare en la laissant vérifier mon téléphone pour voir si Diane m'en a donné la permission. Je n'ai plus besoin de permission. Je n'en ai jamais eu besoin. Je ne vous raconte pas cette histoire pour me réjouir. Je vous la raconte parce que, pendant 24 ans, j'ai cru que l'appartenance était quelque chose que les autres pouvaient me donner ou me retirer. Que si j'étais assez silencieuse, assez reconnaissante, assez discrète, Diane finirait par me regarder et voir une fille au lieu d'une dette. Elle ne l'a jamais fait. Et ce ne fut jamais mon échec. C'était le sien. Si vous êtes dans une situation comme la mienne, où quelqu'un utilise le mot famille comme une laisse, où la gratitude n'est qu'un autre nom pour le contrôle, je veux que vous entendiez ceci, poser une limite n'est pas une vengeance. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est même pas de la colère. C'est le moment où vous cessez d'accepter de valoir moins que ce qu'ils ont décidé. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. C'est vous qui choisissez qui entre. Je travaille toujours à l'hôpital communautaire de Crestwood. Je vis toujours au-dessus de la blanchisserie sur Cherry Street. Le sèche-linge en bas s'allume toujours à 2 heures du matin parfois, et je reste allongé à l'écouter. Mais maintenant, dans mon propre appartement, le son est différent. C'est le son de ma vie, pas les restes de celle de quelqu'un d'autre. Sur ma table de nuit, il y a une photographie. Un jeune homme brun qui sourit, tenant une petite fille dans une robe jaune. Derrière eux, la lumière du soleil. Une lumière ordinaire, belle, et permanente. J'ai enfin l'impression d'être chez moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, appuyez sur le bouton j'aime pour que plus de personnes puissent l'entendre. Et si l'on vous a déjà dit que vous devriez être reconnaissant pour moins que ce que vous méritez, écrivez-le. Mettez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et je vous le promets, vous n'êtes pas seul. Il y a une autre histoire qui vous attend dans la description ci-dessous, je pense que vous la ressentirez de la même manière. On se retrouve là-bas.